sais que je suis très très contente de pouvoir vous recevoir et qu'on puisse parler de ce sujet qui est très très important. Et je suis très contente du coup, Laure, que tu m'aies proposé ce sujet pour cette chronique santé. Je vous laisse vous présenter. Merci, on est super contents aussi. Vas-y Philippe. Donc, j'y vais. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Philippe Haïm, effectivement. Je suis psychiatre, psychothérapeute. Et voilà, je fais aussi des formations, beaucoup. Et puis, je fais des formations pour les professionnels, essentiellement, sur plein de sujets qui concernent la psychologie. Et entre autres, sur le harcèlement scolaire. Effectivement, j'ai écrit un livre sur le sujet. Et puis, je m'occupe d'une chaîne YouTube aussi qui s'appelle ComPsy, CO2MPSY, dans laquelle je fais des vidéos qui parlent aussi pas mal en ce moment de gestion du harcèlement et de l'agressivité. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent, de savoir comment on peut apaiser le harcèlement, apaiser l'agressivité pour éviter justement que la violence s'emballe. Donc voilà, j'essaie d'en parler un peu à droite à gauche. Et donc, merci beaucoup de me recevoir pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Ben, merci surtout à vous d'avoir accepté. Ouais, puis moi c'est Laure Gessler, je suis médecin généraliste. Alors je suis l'élève de Philippe, c'est comme ça qu'on se connaît. Je suis aussi sur les réseaux sociaux et un petit peu à la télé, à la radio, notamment sur Fun Radio assez régulièrement pour parler plein de phénomènes de santé généraux, de médecine générale. J'aime beaucoup la parentalité et puis voilà, ça avance tout doucement. J'essaie de partager pas mal d'infos et de vulgariser tout ça. Et je suis bien contente, ça me plaît beaucoup. Donc merci. Ouais, je suis contente d'aborder ce sujet qui est hyper important. Et puis Philippe, tu vas nous donner des clés parce que voilà, tu as une méthode aussi qui est très claire dans ton livre. On va en parler au fil des questions de Diana, mais je pense que vraiment on a tous à en prendre de la graine et notamment voilà, dans les écoles, que ce soit à la fois les parents, mais aussi les instits, voilà, tout le monde, tous ceux qui pourraient être confrontés finalement à l'école et aux enfants, quoi. Et du coup, moi, je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yana, je suis créateur de contenu pour Brut et j'ai la chance d'avoir chaque mois une chronique avec Laure sur des thématiques liées à la santé. Et je suis également créateur de contenu sur TikTok et diverses plateformes. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais d'abord vous poser une première question. Comment se manifeste le harcèlement et quels sont les signes qui peuvent nous faire penser à du harcèlement chez nos enfants, enfin chez les enfants, parce que j'ai pas encore d'enfants. Alors moi, je vais prendre plutôt la parole sur les côtés, on va dire, de médecine générale ou de symptômes. Alors justement, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il va y avoir plutôt des signes indirects, comme me l'a rappelé Philippe. En fait, c'est-à-dire que les enfants vont rarement verbaliser et dire tout simplement il y a du harcèlement à l'école. D'ailleurs, ils ne l'identifient pas forcément toujours comme du harcèlement. Ils peuvent avoir, de façon conscientisée ou non, de la peur, de la honte. Et finalement, ça peut transparaître quelque part par d'autres symptômes. Alors, il va y avoir souvent un peu d'isolement. Enfin, pas un peu, hein, mais il peut y avoir carrément de l'isolement. Ça va être un enfant qui va changer, qui va moins jouer avec ses frères et sœurs, qui peut s'enfermer dans sa chambre. Et à mon niveau, on va dire, au niveau du cabinet médical, les enfants qui vont consulter, ça va être souvent des enfants qui vont se plaindre de douleurs, de maux de ventre, par exemple. On appelle ça de la somatisation, mais ça va être des enfants qui vont avoir de réels symptômes, hein, qui peuvent avoir envie de vomir le matin en allant à l'école, qui peuvent régresser aussi, avoir des pipis au lit, par exemple, alors que ça allait très bien jusque-là. Et finalement, on va consulter pour ça, pour régler ces problèmes-là. Et puis, peut-être en creusant un peu, on va réaliser que ça ne va pas bien à l'école. Donc voilà, donc ça peut être une panoplie de symptômes très, très variés. Voilà, il y a le stress aussi, il y a pas mal d'autres choses. Mais finalement, souvent, c'est masqué et ça se manifeste voilà, par ces signes un peu indirects. Parfait, c'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a un âge où on observe plus d'harcèlement chez l'enfant ou chez l'adolescent? Est-ce que c'est plus accru au collège, au lycée ou en primaire, en maternelle? Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on va appeler le harcèlement. Je pense que là où les enfants vont en avoir le plus conscience et vont manifester cette souffrance-là, il y a quand même un âge assez difficile au collège. Le collège, c'est un moment de la vie où il y a des grosses différences de maturité
entre les enfants. Il y en a qui sont déjà très très bien entrés dans l'adolescence. Il y en a qui sont encore un peu, qui font encore un peu, pas bébé, mais un peu petits. Il y a des différences entre les filles et les garçons. Il y a des, voilà, tout le monde n'est pas au même degré de maturité, alors que c'est un peu plus harmonieux, si tu veux, en primaire, et c'est un peu plus harmonieux à la fin de l'adolescence au lycée, mais au collège, il y a des grosses disparités, et c'est un âge où on se cherche, où on cherche son identité, on cherche un peu sa place dans le groupe, et du coup, ça peut entraîner des phénomènes d'exclusion, ça peut entraîner des phénomènes de harcèlement. C'est là où on commence vraiment de plus en plus à voir les différences. C'est aussi l'âge où on entre de nos jours de plus en plus dans les réseaux sociaux. Donc le phénomène du cyberharcèlement aussi qui va se manifester aussi à ce moment-là. Donc je dirais que le collège, c'est un âge sensible. Mais ça peut arriver à tout âge. Des agressions répétitives, harcelantes, ça peut arriver à tout âge. Alors ça va se manifester effectivement un petit peu différemment dans tous les symptômes qu'a donné Laure. Mais au final, c'est toujours ça. Changement de comportement de l'enfant, plus grand isolement, difficulté d'aller à l'école qui vont aller mieux pendant les vacances, et toujours cette constante que l'enfant a du mal à le verbaliser. Mais je pense que dans l'adolescence, c'est encore plus vrai. On imagine plus facilement un enfant de primaire en parler quand même. Mais à partir du collège, il y a ce côté un peu honteux qui s'installe. J'en parle pas parce que j'ai honte de ce qui m'arrive et parce que j'ai peur que mes parents interviennent. Et s'ils interviennent, ça pourrait déclencher des représailles. Et donc voilà, et ça s'accentue par contre avec le temps. On imagine plus facilement un enfant de maternelle, on va dire par exemple, en parler, bien ça va pas, il m'embête. Et un enfant de collège plus se renfermer, avoir honte, je vais pas en parler, si jamais j'en parle, les parents vont intervenir, le mec va être puni, il va vouloir se venger de moi sur les réseaux, etc. Donc voilà, mais je dirais que, enfin, en une phrase, le collège, c'est un âge très sensible. Et du coup, il y a des conséquences sur le plan, parce qu'on parlait vraiment de la somatisation, mais est-ce qu'il y a des plans sur le plan, enfin, des conséquences sur le plan mental et physique, par exemple, je pense à la scarification, des automutilations, pour du coup comment dire, vivre, comme on intériorise cette souffrance, on peut nous faire prendre conscience que notre enfant ou notre adolescent est victime d'harcèlement. Il y a clairement des conséquences, il peut y avoir clairement des conséquences physiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a un stress, il peut y avoir un traumatisme en fait, un stress un stress post-traumatique, il peut y avoir des idées suicidaires. Vraiment, on met le doigt là sur quelque chose de très sensible. Alors effectivement, il y a des choses qui peuvent se résoudre et c'est ce qu'on souhaite très rapidement, mais clairement, si c'est quelque chose qui dure dans le temps, on peut vraiment aboutir ouais, à des drames, hein, vraiment, vraiment. Donc je pense que voilà, s'il y a des techniques dont on peut parler effectivement pour donner, pour mettre en lumière, j'ai envie de dire, la force qu'ont les enfants, ouais, faut quand même savoir qu'il y a un enfant sur 10 qui est confronté au harcèlement scolaire en France. C'est énorme. Et sur ces enfants, donc ça fait à peu près 700 000 enfants. Et il y aurait 60% d'entre eux qui auraient eu des idées suicidaires. Donc, ouais, il y a des conséquences. Voilà, ça peut aller loin. Alors, pour moi, les scarifications dont tu parles tout à l'heure, tu parlais, voilà, ça reste une envie de se faire mal, d'automutilation, pardon, voilà, qui est prégnante. Et globalement, c'est tous les troubles qui expriment une grande impuissance. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire, je ne sais pas quoi faire. Tu vois, même si ça va jusqu'aux idées suicidaires, évidemment, les idées impuissantes, tu as tellement que tu dis, je préférerais disparaître. Mais tous les autres sujets, ça exprime l'impuissance. Et quand on ne sait plus quoi faire, alors évidemment, enfin, Laure en a parlé, il y a toutes les résonances physiques. J'imagine que, enfin, tu peux me confirmer sûrement, Laure, mais les gens qui ont des enfants qui ont des pathologies qui peuvent décompenser à ce moment-là, par exemple, ils vont faire plus d'eczéma, plus d'asthme, plus de, tu vois, ils vont pas arriver à équilibrer leur propre maladie s'ils en ont déjà une, en plus de tout ce que peut déclencher le stress et l'anxiété qui s'installe. Et ce sentiment d'impuissance surtout, ce sentiment de qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire, ça s'arrêtera jamais, c'est désespérant. Mais je vais rebondir du coup à ce que vous dites, c'est que moi quand j'étais plus jeune, j'ai été victime d'harcèlement scolaire et du coup ça m'a fait développer des TCA. Parce que du coup c'était par rapport à mon surpoids et du coup moi, ça m'a fait développer ça en fait. Du coup, il y a une résonance dans ce que vous expliquez tous les deux.
Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un profil type d'harceleur? Alors non, moi je serais du genre à penser que non. Euh, on entend souvent cette question parce que je pense paradoxalement que s'il y avait un profil type d'harceleur, ce serait presque rassurant. On pourrait se dire, il y a les méchants, tu vois, ils ont un profil type psychologique, puis il y a les gens gentils, et ça peut jamais basculer. Et ce serait plus facile pour nous d'identifier finalement une catégorie de gens qu'il faudrait repérer comme catégorie à problème. Or, c'est pas vrai parce qu'il y a différentes motivations pour harceler. Il y a des gens qui vont harceler sans même se rendre compte qu'ils harcèlent. Il faut quand même être clair avec ça. Tous les gens qui pratiquent du harcèlement sur d'autres ne sont pas tous conscients à quel point ils font mal à l'autre. Par exemple, je pense aux moqueries. Il y a des gens qui se moquent des autres et des fois, ils savent très bien qu'ils sont en train de faire mal, ils le font exprès. Mais des fois, il y a des adolescents qui disent mais enfin, on plaisantait, c'était une blague. Et dans leur tête, ils se rendent pas compte, mais ils sont sincères. Moi, je pense que les adolescents, notamment, sont parfois maladroits quand ils communiquent. C'est un âge où on n'a pas encore fini d'apprendre à communiquer. D'ailleurs, entre nous, même adultes, qui peut jurer qu'il n'a jamais fait du mal à quelqu'un sans le faire exprès en étant maladroit? Donc, je pense que c'est encore plus probable quand on est ado. Donc, il y a vraiment ceux qui veulent rire, il y a ceux qui veulent prendre le dessus, qui veulent dominer un peu la cour de récré, tu vois, qui veulent augmenter leur popularité, qui veulent être quelqu'un, qui veulent briller aux yeux des autres. Et puis il y a aussi une catégorie de harceleurs qui n'ont pas l'impression d'harceler, ils ont l'impression d'être eux-mêmes victimes, ils ont l'impression qu'on leur a fait du mal, ils ont l'impression qu'ils se vengent. Souvent, quand on entend des histoires de harcèlement dans les journaux, avec des fois, hélas, des enfants ou des ados qui ont fait des tentatives de suicide, souvent, quand on creuse l'histoire, on s'aperçoit que c'était pas juste un qui agresse l'autre, c'était un qui se sentait victime, qui s'est vengé de l'autre, et des fois, c'est des histoires compliquées. Donc non, il n'y a pas de profil type de harceleur, il y a une pratique type, c'est-à-dire je t'embête un petit peu de façon répétitive, tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu, ça c'est le harcèlement, répétitif et blessant. Mais par contre, non, il n'y a pas de profil type ni de motivation unique à être un harceleur. Il n'y a même pas toujours conscience qu'on est harceleur. D'ailleurs, moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires où des gens devenus adultes ont revu leur harceleur. Et dans la plupart des cas que je connais, l'ancien harceleur a dit mais en fait, je suis désolé, on a été vache avec toi à l'époque, c'était pas cool. Il s'est rendu compte. Ou alors ils disent mais on sait pas, je me suis pas rendu compte à quel point je t'avais fait du mal. J'ai entendu plein d'histoires comme ça. Donc ça montre bien que c'est pas aussi simple que les gentils contre les méchants, quoi. Et du coup, vous avez écrit un livre pour lutter contre le Ouais. harcèlement scolaire et vous avez une méthode précise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette méthode pour lutter du coup Ah, contre le harcèlement? alors je vais essayer de Sans donner pour les autant grandes. nous dire les grandes lignes, hein, parce que le but aussi, c'est que les gens puissent du coup aller l'acheter, puissent voir aussi. Après, j'ai pas de problème à essayer d'en expliquer un maximum. C'est pas une histoire de pas révéler les choses. En plus, j'en dis un peu sur ma chaîne YouTube. Le livre, il est sorti en poche en plus, donc il est même pas très cher, etc. Bon, voilà, on peut apprendre beaucoup de choses, mais le problème, c'est le temps. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc, je vais essayer de dire, et Laure, elle en sait quelque chose. Je vais essayer d'expliquer mes idées en quelques minutes, mais si les gens veulent aller plus loin, il n'y a pas de problème. Euh, En gros, moi, ce que je me suis rendu compte, c'était que ce qui était très important dans le harcèlement, c'est justement ce sentiment d'impuissance dont on parlait. Un enfant, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est complètement perdu. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu des enfants, par exemple, qui venaient me voir pour du harcèlement. Je leur disais, mais quand on t'insulte, quand on te traite comme ça, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai eu plein d'enfants qui disaient, mais je sais pas quoi faire, je pars en courant. Tellement je sais pas quoi dire. On vient, on m'insulte comme ça, un truc qui a rien à voir avec ma vie. Et voilà. Donc il y a un fort sentiment d'impuissance. Et le problème, c'est que face à ça, les réactions habituelles qu'on a dans les écoles ou qui sont encouragées par les politiques, etc., c'est des réactions qui sont, par exemple, de protéger la victime et de dénoncer les faits de harcèlement et de punir ou de sanctionner l'agresseur. Alors, c'est des idées qui ont l'air très bien, comme ça, très positives. On va protéger la victime et punir l'agresseur. Le seul problème, c'est que quand on fait ça, sans le faire exprès, on en rajoute à l'impuissance de la victime. C'est-à-dire que quelque part, on lui dit « tu te sens impuissant face à ce qui t'arrive ?» Eh bien, ça tombe bien, c'est pas toi qui vas agir, c'est moi qui vais agir à ta place. Et donc, l'enfant, dans sa tête, se dit « ah bah oui, c'est vrai que je suis impuissant ». Et puis, pour l'agresseur, on est en train de lui donner un message aussi. On est en train de lui dire « bah tiens, tu vois, tu t'en es pris à la bonne victime, tu t'en es pris à la personne qui ne sait pas faire face. Tu t'en es pris à la personne qui va essayer de se cacher derrière les adultes. Donc, c'est une bonne victime. » Et d'ailleurs, souvent, l'agresseur va vouloir se venger. Il va dire, bah, tiens, tu m'as fait punir, bah, je vais m'en prendre à toi, mais puisqu'on me surveille à l'école, je vais attendre la sortie de l'école, ou je vais me venger sur les réseaux. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que
les gens étaient très bien intentionnés, ils voulaient protéger les victimes, dénoncer les faits, sanctionner les agresseurs. C'est une très bonne idée sur le papier, mais en vrai, ça marche pas, et même ça aggrave le problème. Et j'étais bien embêté parce que les enfants me disaient pas il faut que tu me sortes de là. Les enfants me disaient comment je peux faire pour me sortir de là? Comment je peux faire pour les faire arrêter? Voilà. L'autre idée qui planait dans l'air, c'était de leur dire de contre-attaquer. Bah, ils t'insultent, tu le réinsultes. Alors ça marche pas bien non plus parce qu'après l'autre veut se venger à nouveau et puis que ça fait en sorte que la course est la loi de la jungle, quoi. C'est la loi du plus fort. Donc moi ma question c'était est-ce que je peux trouver un moyen que les agressions s'arrêtent, que ce soit l'enfant victime qui soit renforcé, sans qu'il ait à se cacher derrière les adultes, sans non plus qu'il ait à devenir agressif à son tour. Voilà, c'était ça mon problème. Alors je précise bien que je parle bien du harcèlement, c'est-à-dire de tout ce qui est verbal. Je ne parle pas des agressions sexuelles ou de la violence physique grave ou ces choses-là. C'est autre chose, ça, bien entendu, qu'il faut dénoncer, sanctionner, ça c'est évident. Mais la plupart du harcèlement, c'est des mots, en fait. C'est des insultes, des injures, des moqueries, des exclusions, des rumeurs. C'est surtout ça. Voilà, donc ça, en gros, c'est l'idée que j'avais au départ. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que quand tu es victime de harcèlement, souvent, sans le faire exprès, t'envoies un message à l'agresseur qui est « t'as réussi à m'atteindre ». L'agresseur, il veut essayer de t'atteindre, et toi, tu lui dis « t'as réussi à m'atteindre ». Comment tu lui dis ça? Ben, soit en baissant la tête, « Hey, s'il te plaît, arrête de m'embêter, pourquoi tu me dis ça, c'est pas gentil ». Soit en contre-attaquant, « Oh, vas-y, comment tu me parles comme ça, tu vas voir ». Ben, là, on lui a montré qu'on était affecté. Soit en ignorant, si jamais quelqu'un m'insulte et que je dis j'en ai rien à faire », ben, en fait, il a deviné que j'ai été affecté. Soit en le dénonçant. Si jamais je le dénonce, je dis tu vas voir, je vais aller le dire au CPE, bah, il est au courant que je suis atteint. Donc si je fais une de ces 4 choses, qui sont les 4 choses qu'on a tous envie de faire, et ben en même temps, je suis en train de lui dire tu as atteint ta cible, tu as réussi à me faire du mal, tu as réussi à me blesser. Donc l'idée, c'est d'arriver à montrer à l'autre qu'on n'est pas affecté, pas en l'ignorant, mais en lui répondant de manière à montrer qu'on n'est pas affecté. Donc par exemple, un enfant qui est harcelé, souvent, il a tendance à penser dans sa tête il ne devrait pas me dire ça. Il n'a pas le droit de me dire ça. Et imaginons qu'on inverse la tendance et que je dise en fait, il a le droit de me dire ça. Qu'est-ce qui se passerait alors? Donc, si quelqu'un m'agresse et me dit, je sais pas moi, il va me dire comme les mots d'enfant, il va me dire t'es moche et tu pues. Si je lui dis arrête, t'as pas le droit de me dire que je suis moche, tais-toi. Il va me dire ah bon, j'ai pas le droit? Ben, je vais recommencer, t'es moche. Mais arrête de me dire ça. Ah bah, je vais le refaire. T'es moche. Et ça va partir dans tous les sens. Mais imaginons qu'il me dise t'es moche et tu pues. Et que je lui dise ah bon, tu trouves? Ouais, je trouve que t'es moche. Ok, tu peux le dire si tu veux. Ah, mais je t'ai dit que t'es moche, tu t'en fous? Bah non, je m'en fous pas, mais si t'as envie de le redire, tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. T'as le droit de penser que je suis moche. Et là, l'autre est très déstabilisé. Alors, bon, là, je le dis vraiment dans les grandes lignes, en fait, il faudrait un peu plus détailler, mais en vrai, en gros, le principe, c'est ça. Si j'accorde à l'autre le droit de le dire que, bah, écoute, si tu veux penser que je suis moche, tu as le droit de le penser, il va être tellement déstabilisé, c'est pas du tout marrant pour lui. Ce qui est marrant, c'est quand tu t'énerves, ce qui est marrant, c'est quand tu pleures. Mais du coup, d'un seul coup, ça devient pas marrant du tout. Parce que c'est pas une bonne victime, si tu veux, c'est pas une victime intéressante à victimiser pour lui. Et donc l'effet, il est multiple, c'est que à la fois l'agresseur va arrêter, et en plus de ça, au bout d'un moment, à force de pratiquer ce genre d'exercice de communication, l'enfant va gagner en confiance en lui. Parce qu'au bout d'un moment, la vraie confiance en soi, si tu veux, c'est de dire, ok, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire du bien de moi, ils peuvent dire du mal de moi. Moi, je garde mon opinion pour moi, c'est bon, chacun pense ce qu'il veut. Ça, c'est la vraie confiance en soi. Si par contre, à chaque fois que quelqu'un dit du mal de toi, tu dis « oh, comment tu me parles ?» eh ben, tu as moins confiance en soi. Donc moi, l'effet que je constate... Alors, par contre, je veux juste préciser que pour appliquer cette méthode, pour l'apprendre aux enfants, c'est pour ça qu'il y a tout un bouquin ou qu'il y a des formations à faire. En fait, il faut l'apprendre aux enfants au travers d'un jeu. On fait un jeu de rôle entre lui et moi, où il va jouer le rôle de l'agresseur et moi le rôle de l'agressé, et on va tester dans un jeu où on marque des points, etc., les différentes réponses. Et au bout d'un moment, il devient meilleur au jeu, et on peut le faire pendant une consultation de médecine, ou on peut le faire autrement. Et au bout d'un moment, il devient meilleur au jeu, et quand il devient meilleur au jeu, il comprend comment ça marche à travers le jeu. Parce que moi, mon idée, c'est que les enfants, ils apprennent en jouant. Ils apprennent pas en récitant des leçons par cœur. En fait, c'est pas une bonne manière d'apprendre. Mais quand ils jouent à quelque chose, ils apprennent. Donc, si tu veux, l'idée, c'est que à travers un jeu, je leur apprends à devenir ce que nous, en psy, on appelle résilient, c'est-à-dire de ne pas être complètement bousillé
par des mots. Et quand tu n'es pas complètement bousillé par les mots des autres, bah, ils arrêtent de t'embêter parce que c'est pas drôle. Et ça s'arrête. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ça peut être préventif. Avant même que le harcèlement arrive, on peut expliquer ça à des enfants. Moi, mon rêve, ce serait de faire des ateliers en classe pour leur apprendre. Puisque si tu sais ça avant même qu'on t'insulte, ben, tu craindras plus rien. Mais c'est aussi curatif, entre guillemets. Ça peut soigner, même si le harcèlement est déjà en cours. Quand l'enfant il change d'attitude, ça déstabilise les agresseurs et puis ça finit par s'arrêter. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, la méthode que je propose. Et moi, j'avais une question par rapport du coup, le harcèlement qui se fait par rapport aux rumeurs. On parlait des Oui. rumeurs tout à l'heure. Là, comment l'enfant devrait procéder? Parce que du coup, c'est du téléphone arabe, c'est du bouche à oreille. Et du coup, à C'est un moment terrible. donné, une personne qui est tierce va venir vous voir et vous dit ouais, on m'a dit que tu étais une pute. Est-ce que c'est vrai ou Ouais. pas? Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps en consultation. Euh, C'était au collège et la personne, il paraît que tu es trans. Il paraît qu'en fait, t'es un garçon et puis donc c'est une jeune fille. Puis il paraît que t'es trans, qu'en fait t'es un garçon, t'es amoureux d'une fille. Enfin, c'était un truc comme ça très et elle savait pas comment répondre. Et je le dis aussi, c'est d'autant plus difficile à répondre quand t'es à un âge où tu te poses des questions sur ton identité. Si en plus, alors encore, si tu t'en poses pas trop, mais imagine que ça tombe sur quelqu'un qui en plus se pose des questions sur son identité, c'est complètement déstabilisant. Alors moi en général, ce que j'explique, et c'est ce que je dis dans mon livre, la rumeur, il faut imaginer, c'est comme un animal qui se nourrit à chaque fois que tu lui dis non. À chaque fois que tu dis c'est pas vrai, la rumeur elle grossit. Si tu dis ah non non c'est pas vrai, je suis pas une pute, ah non je suis pas un PD, et ben la rumeur elle augmente. Et donc la seule chose à faire pour une rumeur, c'est de l'affamer et c'est de rien en dire. Donc comment on fait pour rien en dire? Moi je propose aux gens d'avoir euh, deux réponses magiques. Si quelqu'un vient me dire il paraît que, allez on va dire trois. Première question, qui c'est qui t'a dit ça? Alors ça, c'est une question intéressante parce que ça permet de savoir si toute l'école en parle ou si c'est une personne qui fait courir un bruit. Mais bon, des fois, tu n'as pas besoin de poser la question parce que des fois, on va arriver en me disant tu sais quoi, Laure, elle m'a dit que toi… Voilà. Donc, mais la question magique pour moi, c'est de dire mais est-ce que tu le crois? Quand l'autre, il t'a dit que j'étais un PD, que j'étais une pute, que j'étais machin, est-ce que tu le crois? Alors là, c'est très simple. Du coup, l'autre, il a que deux réponses possibles. S'il dit non, je le crois pas, je vais dire tant mieux, ça m'aurait embêté que tu le crois. Et si je me dis, oui, je le crois, oui, je crois que tu es une pute, et bien la réponse est, ok, si tu veux, tu peux le croire. Je peux pas t'empêcher de le croire. Mais c'est vrai ou pas? Écoute, si tu as envie de le croire, t'as qu'à le croire. Tu crois ce que tu as envie de croire. Parce qu'en fait, si tu dis, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il va le dire à toute l'école. Et si tu dis, oui, 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 c'est vrai, ça fait un peu ridicule si tu dis oui à une insulte. Et en plus, tu confirmes une rumeur, etc. Donc, et surtout sur les histoires d'identité, tu peux le confirmer que si tu es prêt. Si tu es vraiment prêt, par exemple, admettons un adolescent qui veut faire un coming out, il paraît que tu es homo. S'il est prêt, il peut dire oui, c'est vrai, je sors avec des garçons, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit prêt parce qu'après, il va en prendre dans la tête. Il va dire, quoi, c'est vrai, mais c'est dégoûtant. Il va falloir qu'il soit suffisamment sûr de lui pour assumer, si tu veux. Mais s'il n'est pas prêt, moi, ce que je pense, ou si c'est pas vrai, moi, je dis aux gens surtout, si c'est pas vrai, ne dites pas que c'est pas vrai. Dites rien. Dites, tu le crois? Ouais, je le crois. Tu peux le croire. Si tu as envie, tu peux le croire en fait. Et même si après il va amener quelqu'un d'autre, regarde, il m'a dit que. Alors c'est vrai ou pas? Tu le crois? Si tu veux, tu peux le croire. Si tu veux, tu peux le croire. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, la rumeur, elle désenfle. Alors c'est pareil sur les réseaux. Hein. Quand il y a des rumeurs, vraiment, si quelqu'un dit un truc sur moi, je peux commenter la publication. Mais je vais dire, mais tu le crois vraiment? Tu crois vraiment ce qu'il a dit? Oui, je le crois. Tu peux si tu veux. Crois ce que tu veux en fait. Voilà, et ça, c'est la dernière, pareil, c'est déstabilisant parce que c'est la dernière réponse à laquelle on s'attend, en fait. Tu vois. Donc, moi, je raisonnerais comme ça. Si tu veux, tu peux le croire. Alors, ça prend un peu de temps à diminuer une rumeur, mais honnêtement, c'est le meilleur moyen. Mais je trouve ça incroyable parce que, en tout cas, je pense que ça pourra aider énormément de gens, d'enfants, de collégiens, de lycéens, parce que, je pense que personne n'aurait cette réaction-là, en fait. C'est pas la Ouais, réaction comme… C'est exactement. t'as C'est pas la raison, c'est réaction. assez contre-intuitif. C'est ça. Oui, en fait, c'est ça l'idée. Parce que si tu fais quelque chose de naturel, l'agresseur, dans sa tête, il n'est absolument pas surpris. Si je fais, même sur les réseaux, si je poste un truc très négatif sur toi, je fais un montage photo horrible, etc. À quoi je m'attends? Je m'attends à ce qu'ils me disent arrête, enlève cette photo, supprime ta publication, etc. Il faut toujours réfléchir à quelle est la dernière chose à laquelle l'agresseur s'attend. Et je vais dire un truc un petit peu bizarre.
mais la dernière chose à laquelle il s'attend, c'est qu'on reste gentil. Alors, j'ai pas dit qu'il faut devenir ami avec des agresseurs, hein. Je dis pas ça, ils sont pas sympas, donc je vais pas devenir leur ami. Mais je vais rester gentil, poli, souriant, et ce sera pas drôle du tout pour eux. Mais vraiment pas drôle, voilà. Moi, sur les réseaux, enfin, je sais pas si vous vouliez qu'on parle du cyberharcèlement, mais par Oui, exemple, oui. moi, sur les réseaux, si on m'insulte, moi, j'ai une bonne réponse, hein. Si on m'insulte, je mets un like. Voire, je mets un cœur, carrément. Mais du coup, il n'y a rien de plus déstabilisant. Si on dit, ah, hey, t'as vu sa tête, etc., ben, cœur sur toi. Et la personne, elle sait vraiment pas quoi faire. Et si quelqu'un fait une moquerie sur moi, une blague sur moi, je mets le smiley qui rigole sur Facebook, par exemple, ou équivalent, ou je commente en mettant un smiley qui pleure de rire. Mais c'est la dernière chose que tu t'attends, parce que si tu te moques de moi, t'attends que je m'énerve. Voilà. Et donc, en fait, ça paraît un peu bizarre de le dire de cette manière-là, mais soyez sympa, ça fait que vous ne les laisserez pas vous atteindre, et ils seront très déstabilisés. Il y a une question de Damien qui demande si on peut apprendre l'autodérision à des jeunes collégiens ou en primaire. Mais alors moi qui suis maman, je peux vous dire qu'on peut apprendre déjà ça à des tout petits, hein. Je pense que Philippe, tu vas peut-être confirmer. Alors, je confirme. Pour moi, il y a plusieurs manières. Alors, pareil, je suis désolé pour les gens qui ont lu le bouquin ou qui ont fait la formation. Ils vont trouver que je fais un peu des résumés, que je vais un peu vite, mais je voudrais quand même donner 2-3 éléments. Si on sait à l'avance de quoi on va se moquer, si tu le sais à l'avance, par exemple, quelqu'un qui a du surpoids, on va se moquer de son surpoids, il le sait à l'avance. Moi, je perds mes cheveux, on peut se moquer de mes cheveux qui tombent. D'accord? Donc, si quelqu'un est au courant de quoi on va se moquer, mon conseil, c'est de préparer à l'avance une blague. De préparer à l'avance une blague sur soi-même. Ça, c'est une première façon de faire. Et ça peut se réfléchir. Et en général, les gens qui sont victimes de préjugés, ils savent très bien le genre de blague qu'on va faire sur eux, hein. Donc, l'anticiper, ça, c'est une première idée. La deuxième idée, c'est qu'une blague, ça repose sur l'exagération. C'est en faire trop. C'est en rajouter. Et donc, ça peut s'apprendre même à des tout petits. Par exemple, si quelqu'un dit c'est quoi ce manteau énorme, t'avais peur de prendre froid, on est en été. Bah, il peut répondre oui, c'est parce que je reviens du pôle Nord. C'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Ou si on me dit c'est quoi cette coupe de cheveux, non mais t'as vu ta coupe de cheveux, bah, je peux répondre ouais, c'est mon jardinier qui m'a coupé les cheveux, c'est pour ça. L'idée, c'est pas que ce soit drôle, même c'est pas grave si vous n'êtes pas un bon blagueur, si vous ne trouvez pas des blagues drôles, mais l'idée, c'est que quand vous faites de l'exagération, tout le monde voit que c'est une tentative de blague. Donc le mec, il se dit, ben, en fait, il sait rire de lui-même, je peux même pas me moquer de lui, quoi. Et moi, je pense que, par exemple, on voit bien les plus grands comiques, ils savent rire d'eux-mêmes, hein. Les comiques, les mecs qui font du stand-up, souvent, ils se moquent d'eux-mêmes, en fait, hein. Donc, voilà. Donc on peut l'apprendre à des tout petits, pour répondre à Damien. Et un moyen de leur apprendre, c'est l'exagération. Rajoute-en une couche. Il te dit que tu es tout petit, et ben, dis-lui non, je suis même encore plus petit que ça, j'ai mis des talons. Voilà. Il te dit t'es gros, tu passes pas à travers la porte. Dis-lui ben ouais, mais tu sais, si je tombe, je rebondis. C'est pas très drôle, je dis pas que c'est drôle, mais personne ne peut nier que j'ai essayé de blaguer. Et donc, du coup, je suis invulnérable. Quelqu'un qui dit ça, c'est la dernière chose auquel l'agresseur s'attend. Donc, l'exagération, c'est un bon tuyau pour l'autodérision. L'exagération. Plus vous exagérez, plus vous en rajoutez. Ah, il paraît que tu as fait pipi au lit. Ah non, j'ai envahi ma chambre, c'est une piscine. Voilà. Et je suis d'accord, je vois le chat qui s'affiche. Tiens, oui, c'est vraiment c'est la meilleure arme de réponse à la moquerie, l'humour. C'est complètement ça. C'est la meilleure arme. Se moquer de soi, c'est la dernière chose à laquelle le blagueur s'attend. Mais je pense aussi que du coup, ces conseils-là, même en dehors des enfants, même pour les adultes, en fait. Enfin, je me dis que je vais récupérer pas mal d'infos là, parce que j'en ai suivi du cyberharcèlement, et je pense que je vais faire ça maintenant. Alors Je vais me oui, moquer de moi. alors je suis complètement d'accord. Moi, je m'en sers. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, comme me le fait souvent remarquer ma famille, peut-être un peu trop de temps. Et en plus, ouais, tu vois, il y a un truc, j'aime bien les débats, moi. J'aime bien débattre des idées, même j'aime bien discuter avec des gens avec qui je suis pas d'accord. Et donc, et j'ai bien aimé cette année, sur mon Facebook, les gens qui me suivent sur Facebook, ils l'ont vu, j'aime bien de temps en temps lancer un sujet un peu touchy, quoi. Mais parce que j'aime bien entendre des avis différents. Et j'ai vraiment de la chance, il y a des gens sur mon mur, ils ont des idées, mais totalement à l'opposé, mais ça discute, quoi. Et donc, et oui, j'ai lancé des sujets sur les vaccins, j'ai lancé des sujets sur la politique, j'ai lancé des sujets parce que je pense que c'est intéressant. Mais il y a toujours un risque d'agressivité.
il y a toujours un risque qu'à un moment, quelqu'un se sente vraiment énervé, blessé par tout ça et qu'il fasse une remarque insultante. Et bien, dans ces moments-là, moi, ça m'est utile. Ça permet de calmer l'agressivité, on redescend d'un niveau et on revient dans le débat et on discute des arguments. Et ça, c'est d'accord. Moi, il n'y a aucun problème avec le fait que les gens ne soient pas d'accord. Tu vois, et même pour cette méthode, si quelqu'un me disait, je suis pas tout à fait d'accord parce que tel argument. Okay, mais si quelqu'un me dit, mais c'est nul, t'es un minable, t'as pas honte de proposer ça aux enfants, là, je pourrais dire, ah bon, tu trouves que c'est terrible? Waouh, ah bah dis donc, t'as l'air vexé par tout ça. Et il va se calmer et on va discuter des arguments. Voilà. Donc c'est très utile pour les grands, c'est très utile sur les réseaux. Alors par contre, si je peux me permettre un truc sur tu parlais de cyberharcèlement, juste faire une toute petite nuance. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, que dans la vraie vie, il y a une nuance entre les actes en violence verbale et la violence physique ou la violence sexuelle. Alors, il y a un équivalent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si le cyberharcèlement que je subis, c'est des insultes ou des moqueries, je peux parfaitement utiliser cette méthode, ça va les calmer en fait, parce que les cyberharceleurs de ce genre-là, ce qu'ils adorent, c'est que tu te vexes, c'est que tu dises que tu vas mal. Il y en a même qui, et je les comprends hein, quelque part, mais moi j'ai vu des gens sur Twitter qui subissent une shitstorm, mais pas possible, et qui en fait, pour s'en défendre, vont dire mais enfin, j'en peux plus, je dors plus la nuit, je prends des somnifères, arrêtez. Les types, ils savent qu'ils ont atteint leur cible, ils en rajoutent. Donc, si c'est des insultes, des moqueries ou des rumeurs, on peut utiliser cette technique. Par contre, il y a un équivalent de violence physique quand même sur Internet, c'est par exemple le doxing, les gens qui ont trouvé ton adresse perso, qui te menacent, qui ont pris des photos de toi, qui veulent t'attendre, etc. Là, oui, bien sûr qu'il faut dénoncer, punir, c'est très, très, très grave. Voilà. Et je dis pareil aux enfants. Si un enfant me raconte qu'il a été insulté, moqué, c'est pas la même chose que s'il me dit il y a quelqu'un qui me menace avec un couteau ou il y a quelqu'un qui m'a touché sans ma permission. Ouais, non, là, on parle plus de la même chose. Voilà. Et donc, je dirais que l'équivalent sur le net, c'est ça. Si on te cyberharcèle avec des insultes, bon, ok. Si on te cyberharcèle, bah, tu vois, entre guillemets, comme Mila, quoi, tu vois, avec j'ai trouvé où t'habites, je t'attends à la sortie du lycée, je prépare des armes contre toi, wow, non, là, c'est la police, quoi. Et ça rejoint aussi tout ce qui est revenge porn, hein, pour donner une autre forme de harcèlement. Donc les photos, les nudes, hein, comme on dit, qui seraient envoyées, échangées à soi-disant un petit copain, une petite copine, qui finalement les partagent sans le consentement. Ça, c'est catastrophique aussi. Ouais. Et ce que tu dis, je trouve c'est intéressant, Philippe, c'est que finalement aussi, quand on répond en se défendant, en étant agressif à notre tour, on va faire vivre le problème. Alors que si avec une touche d'humour comme ça, finalement, eh ben, la personne en face, eh ben, elle va se lasser et puis ça va tout simplement l'atténuer. Qui, toi, pour m'attaquer? Vous avez vu tout le monde, il y a un tel ou une telle qui se croit malin en m'insultant, et là, tu as tous ces followers qui vont bousiller l'autre, tu vois. Donc, en fait, quand tu crées une victime, la victime a envie de se venger. Et est-ce qu'on peut, il y a une autre technique, enfin que moi j'utilise, je sais pas si elle est bonne, c'est de prévenir en fait l'harcèlement. On sait, enfin certaines personnes savent qu'elles vont se faire tacler sur telle ou telle chose, et du coup, moi par exemple, lorsque je poste des vidéos sur TikTok et je sais où on va me tacler dessus, je vais en description mettre un message contre ces pseudo-harceleurs qui vont peut-être arriver en leur disant trop tard en fait, genre c'est plus possible. Alors, je suis assez d'accord. Alors, je crois que si, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est bien de prévenir la critique. Maintenant, le plus important encore que de l'écrire, c'est de le savoir dans sa tête. C'est de se dire, c'est OK que ça arrive. Voilà, c'est OK que ça arrive. Si moi, je suis prêt à ça, ou si un enfant est prêt à ça, c'est vachement important aussi qu'un enfant soit prêt à ça. Si on a un enfant dont on sait qu'il peut être moqué pour une différence, je pense que alors, là aussi, ça peut paraître un peu bizarre hein, pour des parents, mais je pense que dans ce cas-là, je préférerais dire à l'enfant, tu sais quoi, un jour on va se moquer de toi, plutôt que de lui dire, personne n'a le droit de te dire quelque chose. Et moi, j'ai reçu une fois une maman qui amenait ses enfants qui étaient harcelés, et elle me dit, mais pourtant, depuis tout petit, je leur dis, personne n'a le droit de se moquer de toi, personne n'a le droit de dire du mal de toi. Et tu vois, le problème, quand tu dis ça à un enfant, si quelqu'un lui dit du mal, il va dire, mais il n'a pas le droit. Et c'est terrible, il ne devrait pas faire ça. Et donc, soit il va pleurer, soit il va aller voir sa mère. Maman, t'avais dit qu'il n'avait pas le droit, dis-lui d'arrêter. Soit il va s'énerver. T'as pas le droit de dire ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, on n'a pas le droit de me dire ça.
Et dans tous les cas, il est perdant. Et donc, je pense qu'il y a un discours qu'on pourrait tenir à nos enfants, qui est un peu bizarre peut-être, mais moi, c'est celui que je tiens aux miens, vraiment, mes enfants, je leur dis ça. Je leur dis, comme beaucoup de parents, que je les trouve super, que je les aime, etc., tout ce que tu veux, bien entendu. C'est tous les parents, ils pensent que leurs enfants, c'est les meilleurs. Hein. Donc, moi, je leur dis que je les aime, qu'ils sont super, qu'ils sont beaux, qu'ils ont... Mais je leur dis, tu sais quoi, un jour, quelqu'un ne sera pas d'accord avec moi. Même si t'es beau, un jour, quelqu'un va te trouver moche. Même si t'es gentil, ben, y a quelqu'un qui un jour va te dire t'es méchant. Ça arrivera, peut-être c'est quelqu'un dans une relation amoureuse que tu auras quitté ou quelque chose comme ça. Même si tu es gentil, il va dire t'es méchant. Même si tu es sympa, il va dire ça. Même si tu es intelligent, un jour quelqu'un va dire t'es bête. Et tu sais quoi? Eh ben, il a le droit. Voilà. Alors ça peut paraître un peu choquant, mais pourtant c'est vrai. Il a le droit. Dis-toi qu'il a le droit. Ton opinion à toi, elle reste la même. Ton opinion, elle reste la même. Mais lui, il a le droit. Et dis-lui juste qu'il a le droit de le dire. Et en fait, ça passe très bien. Je prends souvent l'exemple de ma fille qui a 5 ans et demi. Et ma fille, si tu lui dis, est-ce que tu penses que tu es belle? Bah, comme beaucoup de petites filles, elle va dire, bah oui, je suis très jolie, je suis une princesse. Mais si par contre tu lui dis, t'es moche, ma fille, elle va dire, ben, tu peux dire ça. Ok. Et si elle le pense, elle va te répondre, ben, toi, t'es beau. Et ça va s'arrêter là. Et c'est très déstabilisant. Hein. Si tu lui dis, t'es moche, elle dit, ah bon, bah ok, tu peux dire ça. Et tu vois, ça n'entame pas sa perception d'elle-même. Elle se dit pas que tu as raison. Elle se dit, bah, c'est ton avis. Et c'est OK. Et pourquoi? Bah, parce que j'ai passé mon temps à lui dire, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le dire. Faut savoir que les principaux objets, on va dire, les principales raisons de harcèlement, ça va être l'apparence physique, le genre, le handicap, le sexe, voilà, le groupe ethnique. Voilà, du racisme aussi, parce que ça existe. Alors effectivement, ces enfants-là, effectivement, peuvent être plus des cibles, entre guillemets. Oui, et je pense que c'est intéressant de les prévenir que ça peut arriver. Voilà. C'est vrai qu'on ne devrait pas faire ça, mais c'est vrai que ça arrivera. Et je crois que c'est plutôt bon comme message. Surtout que souvent, c'est des prétextes. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es fâché contre quelqu'un, parce que, je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi, parce que c'est le premier de la classe, et les premiers de la classe, ils se font harceler parfois. Hein. C'est le premier de la classe et du coup, tu te sens un peu humilié parce que tu n'as pas eu des bonnes notes et tu as envie d'embêter la personne. Mais il se trouve qu'au passage, cette personne-là, elle est noire, ou elle est gay, ou elle est... Et ben du coup, tu as un prétexte facile. C'est facile, hein, les insultes racistes, les insultes homophobes, tout le monde les connaît. Donc en fait, parfois, c'est pas seulement la différence qui fait que les gens sont harcelés. C'est que la différence, elle facilite le harcèlement, en fait. Mais toutes les personnes noires, toutes les personnes gays, ne se font pas tous harceler. Mais c'est juste que si on a une bonne raison de t'en vouloir et qu'en plus tu portes une différence qui se voit, bah, ça va être trop facile quoi, pour l'agresseur. Et là, du coup, on parlait beaucoup du rôle des parents, mais pour les adultes qui sont hors contexte familial, par exemple des pions, des CPE, ou même des gens qui sont témoins d'harcèlement, est-ce que eux peuvent aussi réagir, peuvent aussi faire quelque chose? Oui, je pense que oui. Alors, en ce qui concerne les pions, les profs, les CPE, justement, le problème actuel qu'ils ont, enfin moi c'est ce qu'ils me disent dans les formations, hein, c'est que les seules choses qu'on leur demande de faire au niveau éducation nationale, c'est de faire la police. Il faut qu'ils sachent qui a commencé, il faut qu'ils voient s'il y avait des témoins. Tu vois, les gamins qui s'insultent ou qui se frappent, ils le font jamais quand les adultes regardent. Hein. Donc souvent on appelle l'adulte après, et l'adulte il arrive, qui a commencé? C'est toi? Non monsieur, c'est pas moi, c'est lui qui m'a... Et c'est horrible pour eux, ils en ont marre, hein, je te dis, ils le disent pas trop fort parce qu'ils ont un devoir de réserve, mais ils en ont vraiment marre de faire la police. Et les gouvernements sont vachement branchés sur la question de la punition. La dernière loi qui est passée dans le mandat de Macron, là, des 5 ans, la dernière loi en date, ça a été la loi sur le harcèlement, qui a instauré un délit de harcèlement scolaire, qui a dit qu'il y aurait des sanctions avec des grosses amendes, etc. Façon de dire, la solution au harcèlement est la punition. Et ça, je pense que ça met une grosse pression sur les pions et les profs. Et c'est pour ça que moi, mon idée, parce que pour l'instant, j'ai beaucoup appris aux soignants, mais j'adorerais l'apprendre, et je commence un peu, à tout le personnel éducatif, pour qu'ils aient autre chose à amener. Quand un enfant vient se plaindre de harcèlement à un prof, ce serait tellement mieux si le prof pouvait lui dire « j'ai un truc à t'apprendre, ça va les arrêter ». Plutôt que de lui dire « qui a fait ça? Tu veux que j'aille les punir? Je vais les dénoncer, on va aller voir le CPE ». En fait, c'est pas très marrant à faire. Et t'es jamais sûr de punir la bonne personne. Donc du coup, parce qu'ils sont toujours à dire c'est l'autre qui a commencé. C'est très compliqué. Et donc du coup, moi j'aimerais bien que ces gens-là apprennent ce genre de trucs et qu'ils aient un rôle éducatif
pour expliquer ça aux enfants. Je dirais pareil pour les parents. Donc, je dis pas qu'il faut pas dénoncer. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit attention, si vous dénoncez, vous risquez des représailles. Non, mais il faut le dénoncer à quelqu'un qui a un truc à te dire. Si la seule réponse de l'adulte, c'est je vais aller le sanctionner, je comprends que tu n'aies pas envie de dénoncer. Si par contre, on avait plus d'adultes qui savaient dire OK, et c'est quoi le problème dans le fait qu'il t'ait dit que tu es moche? Bah, c'est qu'il n'a pas le droit. OK, et si on imagine qu'il avait le droit, tu répondrais comment? Ben voilà, il a le droit de le dire ou il n'a pas le droit de le dire? Il a le droit. Il a le droit de dire que le ciel est violet. Il a le droit de dire qu'il fallait voter pour l'autre que celui que tu as voté. Et elle a le droit, on est en démocratie. Donc, il a le droit aussi d'avoir une opinion sur toi, comme il a le droit d'avoir une opinion sur la France, sur la couleur du ciel ou sur la couleur des vêtements. Tu vois. Et apprendre ça aux enfants, ce serait très utile. Moi, j'adorerais que les adultes sachent le faire. Pour l'expliquer aux enfants qui en ont besoin, ce serait vraiment super. Et les témoins, ben, c'est un petit peu pareil. Quand tu es témoin, tu es souvent très embêté. La seule chose qu'on dit aux témoins en ce moment, c'est dénoncer, ne restez pas silencieux, sinon vous êtes complice. C'est horrible de dire ça aux enfants, parce qu'ils savent très bien, les enfants, que si jamais ils dénoncent, la prochaine cible, c'est eux. Ah, tu m'as dénoncé, tu m'as poucave. Ben, tu vas voir, quoi. Et c'est terrible ce qui les attend après. Donc je comprends qu'ils ne veuillent pas dénoncer. Mais pareil, si les enfants, ils savaient faire. Moi, j'ai eu des enfants que j'ai soignés pour harcèlement, tu vois, qui ont appris ces méthodes. Ben, ils sont allés l'apprendre à leurs copains. Ils sont allés le voir après et dire hey, j'ai vu qu'il t'embête toute la journée. Moi, j'ai appris un truc et on a arrêté de m'embêter, je vais t'expliquer. Et ça, c'est juste génial à voir, quoi. Tu vois. Ou des fois, ils vont jouer le rôle que n'arrive pas à jouer l'enfant. Ils voient deux enfants qui s'embêtent, il y en a un qui embête l'autre, ils vont s'approcher, ils vont aller voir l'agresseur. Hé, mais dis donc, il t'a vachement énervé. Il s'est passé quelque chose? Ah ouais, je comprends, ça t'a énervé, du coup, c'est pour ça que tu l'embêtes. Et en fait, ça aussi, ça calme. Voilà. Mais c'est toujours la même chose, il faut équiper la victime. Il faut renforcer la victime. Et Et aussi finalement, peut-être. pardon. Vas-y. Non, des fois, ça se fait dans les zones prioritaires. J'ai déjà vu ça. C'est des jeux de rôle qu'on met en place avec des duos d'enfants ou des groupes d'enfants. Et on peut aussi inverser les rôles. C'est ça qui est assez intéressant, finalement, de mettre entre guillemets une victime à la place du rôle, avec un rôle de harceleur et l'inverse. Et de voir voilà, les émotions aussi qui peuvent les traverser. Ouais, je pense c'est un très bon support, le théâtre. Et je pense que si, avec les jeux de théâtre, on adjoignait la possibilité justement de jouer de cette manière-là, ce serait intéressant. Par exemple, j'ai une des vidéos sur ma chaîne YouTube, j'avais commenté ça, il y avait eu un petit reportage sur Canal avec un prof de théâtre qui allait dans les écoles pour faire jouer des rôles sur le harcèlement. Et j'avais fait une vidéo pour commenter ça, justement, pour expliquer ce qui était super dans ce jeu de rôle et les petits trucs qu'il aurait pu rajouter et qui auraient tout changé et qui auraient appris ça aux enfants. Donc je pense que ça, c'est une très, très, très bonne idée de faire des jeux de rôle avec le théâtre. Et si en plus les profs de théâtre ils connaissaient cette méthode, franchement, mais ils l'apprendraient aux gamins sous forme de jeu, pour le coup, en rigolant, en faisant semblant. Et c'est quand même, honnêtement, c'est encore plus efficace de l'apprendre en faisant semblant que de l'apprendre quand tu es victime et que tu as peur. Parce que j'apprends la technique aux enfants, ils le font et ils me disent, je vais le faire, mais j'ai un peu la trouille quand même. Tu vois. Alors que si tu le sais avant, si tu l'as appris comme un jeu, t'as pas peur. Parce que dès la première insulte, tu vas l'utiliser. Et je pense aussi qu'il faut, pour compléter ce que vous dites, il faut aussi que les adultes aussi prennent en considération la parole de l'enfant, parce qu'il y a certains témoignages que j'ai pu entendre. Il y avait aussi un reportage que Brut avait fait sur un enfant où, en gros, l'adulte rigolait et Ah oui, oui, c'est terrible ça. ne prenait pas ça en considération en mode non, mais c'est des problèmes d'enfant, c'est pas grave, et il banalisait ça en fait. Et je pense que la parole de l'enfant doit être aussi comprise et doit être aussi acceptée, et qu'on doit Complètement. vraiment le prendre en considération et pas se dire bah, parce que c'est un enfant, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est les deux extrêmes. C'est banaliser et dramatiser. Si tu banalises, tu vas dire c'est bon, c'est des jeux d'enfants, on s'en fout, c'est pas mon affaire. Et si tu dramatises, tu vas dire oh, c'est tellement affreux et horrible qu'il faut qu'on agisse à sa place. Et c'est pas bon non plus. Donc moi, je pense qu'il faut une position équilibrée où à la fois, moi c'est ce que je dis aux enfants en tout cas, je leur dis je suis d'accord que c'est terrible, je suis d'accord que ça fait mal, et je suis d'accord qu'ils n'avaient pas à faire ça. C'est pas juste. Tu es quelqu'un de gentil, on s'en prend à toi, tu ne leur as pas fait de mal, ils te font du mal, c'est dégueulasse, je suis mais complètement d'accord. Et en même temps, tu peux faire quelque chose. Voilà. Donc, banaliser, c'est une très mauvaise idée. Oh, c'est des jeux d'enfants, tu t'en fous, ça passera. L'enfant, il ne se sent pas entendu. Donc, il faut vraiment, vraiment l'entendre. Mais en même temps, il faut entendre ce que demandent les enfants qui sont mais j'ai pas trop envie que tu t'en mêles. Voilà. Et c'est pour ça que je trouvais, moi, cette réponse
intéressante, bon, sinon je la défendrais pas, mais de dire, voilà, vraiment j'écoute que ça va mal, j'entends, c'est pas cool. Et Non, je mais je trouve que t'entends c'est aussi, super t'as bien pas parce envie que que je ça, fasse cette place. je trouve que c'est super bien parce que ça permet du coup que l'enfant soit actif en fait et qu'il puisse lui-même être une solution Totalement. à ce problème-là C'est et ça. que ça le permet aussi du coup de se défendre même dans la vie plus tard en fait. Et même ces Bien conseils-là, sûr. pour moi, ils sont pas réservés qu'aux enfants. C'est-à-dire que moi, tous les conseils que vous donnez, parce qu'il y a plein de gens qui sont encore victimes d'harcèlement alors que ils ont dépassé le collège, le lycée, hein, et même Ouais. actuellement, enfin, que ce soit dans des circonstances d'études supérieures, ou même dans la vie privée, ou même des amis, en fait, des amitiés toxiques, ben, il y a encore ça. Et je trouve ça incroyable, parce que ça peut aider beaucoup de gens, quels que soient les âges. Parce que l'agressivité, c'est là tout le temps, en fait. Une fois, j'avais un parent qui m'a amené sa fille, et il me disait, vous vous rendez compte, docteur, ces petits cons qui embêtent ma fille, et c'est ma fille qu'on envoie chez le psy. C'est terrible quand même. Et je lui disais, je comprends monsieur, c'est très injuste, mais en même temps, imaginez que c'est les petits cons qu'on emmène chez le psy. Et imaginez même que c'est les petits cons qu'on sort du lycée. Et imaginez que c'est les petits cons qu'on met en prison même si vous voulez. Mais est-ce que vous pouvez jurer à votre fille qu'après, il n'y aura plus jamais d'agressivité dans sa vie? Elle m'a dit, ben si, il y en aura toujours. Ben, je lui dis, je sais pas, vous êtes dans le monde du travail. Dans le monde du travail, personne n'est agressif avec personne? Bah si. Bon, bah alors, ce serait bien qu'elle apprenne quelque chose qu'elle va utiliser toute sa vie, en fait. Moi, je suis convaincu que c'est effectivement utile tout le temps parce que bah, c'est comme ça, dès que des gens sont, et c'est ce qu'on voit sur Internet, dès que des gens s'expriment et qui sont en groupe, il finit par y avoir de l'agressivité. C'est inévitable. Donc oui, c'est très utile. Et ben, du coup, pour rebondir vite fait à Internet, on a pu voir qu'il y a une multiplication en fait bah, de ce harcèlement qui est vraiment banalisé, qui est devenu, enfin, c'est une parole un peu libérée en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de meute qui est fait. Est-ce que c'est pas une modification aussi du comportement des plus jeunes? Moi, je vois énormément de, parce que là, je sais pas si vous saviez, mais il y a eu beaucoup de 2010 qui se sont fait harceler sur les réseaux parce que ce sont des 2010 et ils ont reçu énormément de vagues de haine des autres générations parce que c'était 2010, parce qu'ils étaient plus petits, parce que. Mais c'est vraiment une haine contre eux. Alors que bah, les pauvres, Ouais, ils genre ont rien fait à harcèlement part. après, à part être Ils nés en sont nés. 2010. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. Et du terrible. coup, il n'y a pas une modification du comportement Alors si, qui se fait. si, il y a, alors après, le principe est le même, ça c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, effectivement, le principe est le même, c'est-à-dire que si tu donnes des signaux que tu es atteint, ça va recommencer, ça c'est sûr. Par contre, ce qui change, c'est le média, au lieu que ce soit de la parole, c'est de l'écrit ou de la vidéo, ou de la photo, d'ailleurs, les montages photos, voilà, tout le monde peut en faire maintenant, hein. Ça c'est une chose, et la différence c'est l'ampleur aussi, parce que tu peux rameuter du monde beaucoup plus vite en fait, et tu peux rapidement avoir 1000 harceleurs, alors que dans une cour d'école, tu n'auras pas 1000 harceleurs. Donc ça, c'est vrai. C'est sûr, il y a un changement de comportement. Il y a aussi autre chose qui est terrible pour les enfants, je trouve, c'est que si on remonte, moi je suis pas très vieux, mais suffisamment pour avoir connu une école sans Internet, et si tu te faisais embêter à l'école, au moins tu savais que quand tu rentrais chez toi, quand tu étais avec tes parents, quand tu étais dans ta chambre, eh ben, tu étais protégé. Alors que là, c'est Ça. comme si le harcèlement te suit, en fait. Et la personne, elle est dans son lit. Alors souvent, d'ailleurs, c'est pas une très bonne chose pour le sommeil, mais il y a beaucoup de gens qui ont leur téléphone dans leur lit, qui regardent leur réseau dans leur lit avant de se coucher. Et c'est comme si l'enfant, du matin au soir, dès qu'il est réveillé, ou même en plein milieu de la nuit s'il se réveille, sans arrêt, il y a des notifications, il y a des machins qui lui rappellent le harcèlement. Le harcèlement le suit chez lui et il y a une sensation d'être désécurisé très, très, très forte. Il n'y a plus de sécurité. Ça, c'est, à mon avis, le truc le plus embêtant avec le cyberharcèlement, c'est ça, c'est une désécurisation totale. Tu vois, le harcèlement te poursuit jusqu'à chez toi. Ça, c'est vraiment terrible. Donc oui, il y a un changement de comportement. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que le principe est le même. Vraiment, le principe est le même. C'est-à-dire, si une personne est complètement... D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les 2010 aussi, parce que c'était à la rentrée, là, ça date, c'était en septembre, mais si la personne qui est née en 2010 va dire mais enfin c'est dégueulasse, j'ai rien fait, je suis né en 2010, ah ben t'es vraiment un petit bébé de pleurer comme ça, et il va en rajouter. Alors que si la personne avait dit, alors je sais pas exactement quoi, mais il faudrait voir au cas par cas, mais il avait dit mais ça t'énerve vachement que je sois né en 2010 en fait, ou qui fait une blague sur les 2010 et que l'autre il se marre de la blague. Je dis, ah, elle est pas mal ta blague. Enfin, tu vois. Je connaissais quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui avait fait un groupe, alors je sais plus si c'était un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook, je sais plus quel réseau, un groupe anti-lui, tu vois. Et bien sûr, il l'avait mis dans le groupe anti-lui.
Et il balançait des blagues et des montages photos tout le temps, etc. Et c'était horrible. Et il était tellement obsédé par ça qu'il allait vérifier le groupe tout le temps pour voir les nouvelles blagues qu'on faisait sur lui. Il n'endormait pas de la nuit. Putain, ils ont remis quelque chose. Il se réveillait le matin, il avait peur qu'ils aient mis une blague dans la nuit. Il allait voir, ça devenait une obsession. Et au bout d'un moment, donc on a appris à prendre les choses avec dérision. Et ce qui a pu changer, je lui ai fait, c'est même pas de moi, hein, c'est une autre thérapeute qui avait eu cette idée, mais je la trouvais marrante. Euh, il a écrit un message en disant écoutez, je vous propose de devenir administrateur du groupe. Je suis quand même le mieux placé pour savoir à quel point je suis horrible. Voilà. Et les gens, ça les a beaucoup déstabilisés. Après, au bout de quelques heures, il dit mais il n'y a toujours pas de nouvelles blagues. Bah, je suis déçu quand même. Après, il y a quelqu'un qui lui a balancé oui, regardez, il est gros avec sa tête de cochon. Il lui a répondu si tu veux, je t'envoie une photo de mes bourrelets, ça peut peut-être t'inspirer une nouvelle idée. Et, et au bout de quelques jours, mais ça s'est arrêté. Les types, ils n'avaient plus rien à dire parce qu'ils trouvaient ça drôle. Voilà. Et ça, c'est. Donc, si tu veux, ça a bien marché. Voilà, ça a bien marché. Donc, on voit que le principe est le même. Ça peut paraître effrayant quand il y a beaucoup de gens, mais le principe est le même. Regarde les gens qui se font beaucoup courir de rumeurs. Il y a du gossip, du machin. C'est les stars. Est-ce qu'on les voit réagir à chaque rumeur? Non. Parce qu'ils savent, ça fait partie du job. Voilà. Donc souvent, d'ailleurs, il y a des gens très populaires dans les lycées qui ont du gros harcèlement, mais c'est le même principe que les stars, en fait. Donc, en fait, que font les stars? Bah, ils laissent dire. Et puis, ça finit par passer. Voilà. Ça s'étouffe, ouais. Ah, mais je trouve ça incroyable comme réaction. Vraiment, je trouve ça... et je trouve ça fou qu'on n'y ait pas... Enfin, comme ça, c'est pas intuitif. Du coup, on a du mal à... C'est ça, en fait. Et je trouve ça incroyable. Il faut l'apprendre. Moi, c'est ce que je dis aux parents. C'est pas compliqué, mais ils le trouveront pas tout seuls, normalement. Il faut l'apprendre. Et les quelques-uns qui l'ont trouvé tout seuls, c'est des gens qui ont, je sais pas, il y a quelques personnes, et pas tous, hein, mais il y a quelques personnes en politique qui arrivent à faire ça. Il y a quelques personnes, voilà. Il y a des gens qui arrivent un petit peu à faire ça, à dire, mais c'est pas grave, ça me touche pas ce que vous êtes en train de dire sur moi. Mais c'est pas tout le monde. Au contraire, même on voit aussi dans le monde politique, par contre, oui, des gens qui s'énervent très vite. Donc, c'est vrai que c'est dur à trouver tout seul. Voilà. Et que si je l'ai trouvé, c'est inspiré par d'autres d'ailleurs, hein, j'ai pas tout inventé, hein, j'ai traduit de choses que j'ai vues ailleurs, mais il faut un raisonnement pour arriver à trouver ça. C'est vrai qu'il y a un petit raisonnement psychologique, quoi. Il faut comprendre comment ça fonctionne les relations, et tu finis par trouver ça. Mais c'est vrai que instinctivement, bah, mais enfin tout le monde, moi aussi, hein, quelqu'un me gueule dessus, j'ai envie de lui gueuler dessus, c'est-à-dire c'est normal. Ou quelqu'un me dit un truc injuste, j'ai envie de lui dire mais c'est injuste ce que tu me dis, enfin tu devrais pas dire ça. C'est tellement logique. Mais c'est une situation très particulière où la logique aggrave le problème. C'est embêtant. Parce que aussi, ce qui est compliqué sur Internet, c'est qu'un commentaire négatif, c'est 10 commentaires positifs, en fait. Si je ne me trompe pas. Hein. Je crois que c'est à peu près ça. Et du coup, c'est compliqué. Parce que quand on reçoit un commentaire négatif sur Internet, il est accentué. Oui. Ce sentiment de mal-être est accentué, ce sentiment d'infériorité est accentué, et du coup on va avoir tendance à faire un focus dessus, on va avoir tendance à se buter dessus et à essayer de comprendre pourquoi la personne a dit ça, et du coup ce processus intuitif va tout de suite prendre place, et du coup, cette méthode-là, elle va être compliquée à mettre en place. Et c'est pas toujours facile à faire, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à le faire, alors ce qui est bien avec Internet, contrairement à la cour de l'école quand même, c'est que tu as un petit peu le temps de réfléchir. C'est-à-dire que si je commente, tu me fais un commentaire négatif, si je commente tout de suite ou dans un quart d'heure, ça change rien en fait. Donc moi j'encourage les enfants et les adultes d'ailleurs, qui ont des shitstorms, des machins, des commentaires négatifs, déjà première chose, ne réagis pas tout de suite. Attends. Déjà en plus c'est très intéressant parce que celui qui a fait un commentaire négatif, il attend que tu commentes vite, il attend que ça. Et donc en fait tu vas le frustrer déjà si tu commentes pas tout de suite. C'est lui qui va surveiller son téléphone en se disant alors, il l'a vu mon commentaire méchant là, il l'a vu, il réagit. Voilà, donc ça déjà c'est assez. Alors que quelqu'un qui te dit bravo, merci pour ta vidéo, il attend pas spécialement que tu lui répondes, il t'a fait un compliment, ça y est. Mais quelqu'un qui te dit quelle vidéo de merde, de quoi t'as l'air, il attend de voir que tu. Et si tu le bloques, il dit ah il m'a bloqué. Voilà. Donc l'idée c'est prends le temps, t'es pas obligé de répondre tout de suite, il y a rien qui t'oblige à répondre tout de suite. Première chose. Et deuxièmement, le commentaire négatif, essaye de le transformer en positif, du coup. Il t'a fait une blague, rajoute une blague, rigole-en. Il te donne un avis très méchant, merci pour ton avis, je m'attendais, comme tu as fait sur tes commentaires, je m'attendais à ce que des gens commentent ça. Et je peux comprendre qu'on dise ça. Tu vois, par exemple, moi, quand je présente ma méthode, il y aura toujours des gens pour dire
Mais c'est un peu injuste. Déjà que les victimes, elles subissent, et en plus, c'est aux victimes de changer. C'est pas cool. Ouais, je m'attends à ce qu'on me dise ça. Et je suis désolé, et c'est triste, mais ça marche. Voilà. Bien sûr, j'aimerais qu'il en soit autrement. J'aimerais que les gens arrêtent d'être cons, arrêtent d'être racistes, arrêtent d'être méchants, arrêtent d'être sexistes. J'adorerais. Et ce n'est pas le cas. Mais si quelqu'un me le dit très méchamment, ben, je vais répondre pareil. Je comprends. Je vois bien qu'il y a des gens que ça énerve. Je m'y attendais un peu. Ça, c'est très déstabilisant. Je m'attendais à ce genre de commentaires. Je comprends ton opinion. Mais moi, je trouve que Finalement, franchement, dis-moi, vas-y. je suis désolée avec le décalage. Non, mais ce que je trouve intéressant en le faisant en amont, dans ce côté préventif, c'est que ça va donner aussi des armes à l'enfant, ça va lui donner confiance en lui. Alors, il sait que ça peut arriver, ça n'arrivera peut-être pas, je l'espère, mais au moins, il y a ce côté aussi, bah, tu vois, la vie, elle est faite comme ça, mais tu es capable, quoi. Et j'aime bien l'idée aussi de dire aux enfants qu'ils sont capables tous. En fait, Oui. voilà. En eux, il Et y a le raisonnement, ils ne sont pas plus bêtes qu'un Et autre. ça, pour moi, c'est l'enjeu d'Internet, tu vois. Moi, je suis épaté de la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que, en gros, de nos jours, ben, les parents parlent un peu plus aux enfants qu'avant, et tant mieux. On leur donne plein de conseils sur leur vie, sur le fait de faire attention, même sur leur sexualité. On leur dit de faire attention, sur plein de trucs. Mais par contre, sur Internet, on leur donne un smartphone et le code Wi-Fi, et puis bonne route, quoi. Alors si, on leur dit quelques trucs, on leur dit ne donne pas rendez-vous à des gens parce qu'il y a des pédophiles qui se déguisent, on leur dit évite d'envoyer des photos de toi tout nu parce que ça va finir par se répandre, et puis évite les contenus interdits aux moins de 18 ans. Si tu as moins de 18 ans, je vais mettre un filtre parental. Hein, et pas de téléphone la nuit. Donc on leur donne ces conseils, qui sont des bons conseils. Hein. Je suis comme tout le monde, je donnerai ces conseils-là. Mais il y a un truc qu'on oublie de leur dire, c'est le principal usage d'Internet que tu vas faire, c'est des réseaux sociaux, c'est des endroits où les gens parlent. Et les endroits où les gens parlent, il y en a toujours qui parlent méchamment. Donc je te préviens, si je te donne le code Wi-Fi, dans pas longtemps, ça peut arriver, tu vas te faire insulter, tu vas te faire moquer, et si jamais tu t'exprimes et que ton opinion elle plaît pas à tout le monde, ça va être terrible. T'es prêt ou pas à ça? Si t'es pas prêt à ça, prends pas Internet. Tu veux être créateur de contenu, tu veux être les gamins qui disent je veux être influenceur, etc. Tu veux être influenceur, c'est top, c'est vachement intéressant. Attention, si tu veux influencer les autres, ils vont t'en mettre plein la tête. T'es prêt à ça ou pas? Si t'es pas prêt, ne le fais pas. Si tu es prêt, vas-y. Si tu veux apprendre comment être prêt, j'ai peut-être une méthode à te donner. Soit super. Vraiment, j'espère que du coup, le maximum de parents, comme moi, je suis totalement d'accord et je suis très content de pouvoir entendre cette méthode-là et même moi, je l'appliquerai. Mais il y a aussi un problème en fait que j'ai pu voir, c'est que il y a des personnes du coup qui sont victimes d'harcèlement. Je pense par exemple à un jeune qui s'appelle Benjamin Ledig qui avait dansé dans une église, qui avait twerké dans une église. Et du coup, en fait, sa manière de riposter, ça a été de provoquer. Et en fait, le fait de provoquer, ça va pas, au contraire, bah, comme vous le dites, en fait, accentuer le harcèlement. Et le problème, c'est que comme il est très connu, il est très suivi, bah, du coup, ça devient aussi un modèle pour les gens qui se font harceler, qui se font discriminer, et qui, du coup, vont reproduire, en fait, ce schéma-là. Mmh. Ça n'a pas un côté un peu vicieux, les réseaux sociaux? Si, bien sûr. Après, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'il provoque? Soit il provoque parce qu'il a, comme on disait tout à l'heure, une réaction instinctive. Tu m'embêtes, je t'embête plus fort. Soit il provoque peut-être de façon stratégique, peut-être qu'il sait très bien que ça va énerver les autres. D'ailleurs, après avoir twerké dans une église, il a essayé de faire d'autres provocations par rapport aux religions dans d'autres endroits. Après, la question, c'est que les victimes dans l'affaire, les gens qui se sentent victimisés, qui ont envie de se venger, c'est plus les gens qui se sont sentis insultés et qui veulent l'embêter lui. Si je devais prendre un exemple plus dur encore, par exemple, il y a des personnes qui se sont senties très provoquées par les dessins de Charlie Hebdo et qui ont estimé qu'ils étaient victimes de ça et que pour un dessin, ça valait le coup d'aller tuer des gens. Alors qu'il y ait une provocation, c'est évident, mais quel est le sentiment de l'autre côté? C'est d'être une victime. Ou pour prendre un exemple plus récent et moins violent que des Kalachnikov, c'est l'histoire de Will Smith. Je veux dire, Chris Rock, il fait une blague. Alors, c'est une mauvaise blague. C'est pas de très bon goût de se moquer de quelqu'un qui a une maladie. D'accord, je suis complètement d'accord. L'autre, il se lève, il lui met une baffe. Qu'est-ce qu'il a prouvé là? Il a prouvé que Will Smith était hyper vulnérable. Will Smith, si tu lui appuies sur le bon bouton, tu lui fais mal. Avec des mots. Tu vois? Donc en fait, la question c'est qui est la vraie victime dans cette histoire?
Pour moi, la vraie victime, c'est Will Smith parce qu'il ne s'est pas contrôlé. Il a laissé du pouvoir à l'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton. L'autre, il ne s'est pas du tout comporté en victime. Il dit ok, mec, si t'es fâché, j'arrête. Il n'a pas porté plainte. Et c'est Will Smith qui se fait interdire des Oscars, tu vois. Donc oui, il y a un côté super particulier dans les réseaux sociaux et dans la provocation. Donc après, c'est là où ça devient peut-être un peu plus subtil. C'est comme je disais tout à l'heure, de ne pas renoncer à mes opinions tout en restant sympa. C'est-à-dire, il aurait très bien pu dire, bah, écoutez les gars, moi j'ai fait ça parce que je pense qu'il y a une liberté d'expression, parce que je pense qu'on peut critiquer les religions, et j'ai pas fait ça pour vexer les gens, j'ai fait ça parce que je pense qu'on peut critiquer les religions. Donc il aurait eu un discours, entre guillemets, genre Charlie Hebdo, quoi, on se moque de la religion, des idées, etc., mais pas des gens, et il aurait pu argumenter ça. Après, je pense, est-ce qu'il n'a pas... Moi, j'ai eu du mal à savoir s'il avait surfé sur le buzz, ou s'il avait eu vraiment... très peur et très. Ce qui est possible, hein, parce qu'il a été menacé et tout. Voilà, sa réaction, est-ce que c'était d'augmenter le buzz ou est-ce que sa réaction, c'était vraiment naturel et provocateur parce qu'il était blessé, quoi. Je sais pas. Bah moi, je pense il a surfé sur le buzz, mais du coup, le vrai problème, c'est que du coup, pour moi, comme il est suivi par une grosse communauté, bah, en fait, votre méthode est incroyable. Et je pense que, bah, en fait, si on n'a pas cette méthode-là, on va du coup bah, voir les réactions des personnes qui se font harceler. Et du coup, bah, en tant que victime d'harcèlement, on va avoir tendance à reproduire du coup cette méthode-là, du coup dans la provocation, en disant, bah, en provoquant, ça montre qu'on ça ne nous atteint pas. Et du coup, bah, c'est contre-productif parce que ça va juste s'accentuer, s'accentuer, s'accentuer. En Et fait ça c'est fait un l'inverse. cercle vicieux. Ouais, voilà. C'est l'inverse. Quand tu provoques, c'est que tu es atteint. C'est Quand ça. tu Et du coup, dis. c'est la création. Et du coup, en fait, ça va créer en fait encore plus d'harcèlement, tandis que votre méthode, pour moi, elle va l'arrêter complètement en fait. Et c'est C'est ça. ça, elle va arrêter le harcèlement et elle permet de distinguer justement, ça permet de voir la troisième situation pour moi. Pour moi, il y a les trois situations, c'est justement, c'est des violences physiques, des trucs graves, objectifs. Bien sûr, il faut dénoncer, il faut arrêter tout ça. C'est des violences verbales, des insultes, des moqueries, on peut utiliser ma méthode. Puis il y a aussi encore un autre aspect donc, qu'on a vaguement évoqué, c'est justement si j'ai un débat. Et moi, je pense qu'avec les idées, avec les opinions des uns ou des autres, on peut être, entre guillemets, violent avec des idées. On peut dire ton idée, elle est nulle, elle marche pas. Mais pas toi. Toi, je te respecte, mais pas ton idée. Et ça change tout. Et donc, du coup, et je pense que les gens qui sont victimes ou à l'origine de harcèlement, ce serait intéressant qu'ils fassent la différence entre les deux. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut parfaitement arrêter le harcèlement sans renoncer à nos opinions, sans renoncer au fait de faire un débat, mais juste calmer l'agressivité, la méchanceté, la violence. Juste, enfin, moi, en plus, c'était mon but au départ en écrivant, c'était juste qu'il y ait moins de violence, qu'on se frappe moins dessus, quoi. Enfin, voilà. Et je finirai du coup par une dernière question. S'il y a un enfant là qui nous regarde et qui est victime d'harcèlement, quel conseil vous lui donnerez là tout de suite? Alors, si c'est du harcèlement, si c'est de la violence verbale, d'accord. Si c'est du harcèlement, de la violence verbale, moi, j'aurais envie de lui dire, voilà, ne fais rien qui pourrait leur montrer que tu es atteint, ne sois pas atteint, garde le sourire, traite-les presque comme si c'était tes amis, et rappelle-toi, ils ont le droit de penser du mal de toi. Si tu leur laisses ce droit, ils arrêteront de se battre pour exercer ce droit. Dis-leur, ok les gars, vous pouvez dire ça. D'accord, tu peux dire ça. D'accord, tu peux dire ça. Un disque rayé. D'accord, tu peux dire ça. Voilà. Et si jamais autour d'eux, il y a des gens qui connaissent un peu cette méthode, bah, qu'ils en parlent à ces personnes-là et qu'ils apprennent à faire redescendre le truc. Ils peuvent aller jeter un œil à ma chaîne YouTube, ils peuvent aller jeter un œil à deux, trois trucs. Mais vraiment, la clé du succès, si vraiment on est dans la violence verbale, si on est dans le harcèlement, c'est OK, tu peux dire ça. Tu peux le dire, tu as le droit, tu peux le dire. Je conseille même à certains enfants de se le répéter en allant à l'école. Ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le dire. Et de se dire aussi, j'en fais un petit dernier, c'est une phrase que j'ai souvent dit, mais qui a plu à certains, c'est par exemple d'imaginer la personne qui vous agresse, d'imaginer la personne méchante, et de s'imaginer comme si on lui disait, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, même si tu me détestes. Même si tu me détestes, je vais quand même passer une bonne journée. Voilà. Et quand on a pris cette décision en nous que je vais passer une bonne journée, même si quelqu'un me déteste, ça va beaucoup mieux. En tout cas, merci beaucoup. À cette personne-là, moi, j'ajouterais quand même, en plus de tout ce que tu viens de dire,
entourez-vous de personnes bienveillantes, quoi. Il y a Ouais, aussi, il n'y a pas que restez des pas seul. connards comme ça qui sont finalement, au fond, peut-être aussi des victimes et voilà, qui font du mal aux autres. Il y a aussi des gens Il y a très des bien qui amitiés qui savent. valent la peine. Il y a des amis qui Voilà, valent le c'est coup. ça. Voilà. Et on peut changer d'amis. Ouais, aussi, ne croyez pas que vous serez mieux intégré parce que vous restez avec des gens qui vous maltraitent. Vous ne serez pas mieux intégré, vous leur servez de marchepied pour aller mieux. Il vaut mieux pendant un temps s'éloigner et avoir un peu moins d'amis pour trouver des amis qui en valent la peine et qui nous acceptent sans nous juger. Donc, mais pour les gens qui se disent aussi, oui, mais si je fais ça, ben, je vais plus être marrant à embêter, je serai plus le souffre-douleur du groupe, il va me rejeter. Oui, il va te rejeter, et peut-être tu vas être seul pendant un temps, mais tu finiras par trouver des amis qui t'acceptent et qui te jugent pas, et ça, c'est plus précieux que tout. Mm. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce live. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et j'espère que les gens qui nous ont regardés auront beaucoup appris. Est-ce que vous pouvez nous donner vos réseaux sociaux, comme ça, même la chaîne YouTube, pour que les gens puissent aller voir en fait? Ben, Laure, tu as des Alors, réseaux moi, aussi. ma chaîne, ça s'appelle Le Cœur Net. Je viens de passer les 100 000 abonnés sur TikTok, je suis super contente. Je suis aussi sur Bravo. Instagram, voilà, un petit peu sur Fun Radio, je passe bientôt à la Maison des Maternelles sur France 2. Voilà, moi, c'est moins accès psy, plus médecine G, mais n'hésitez pas, j'aborde vraiment plein de sujets et puis la porte est ouverte à toutes les questions. J'aime bien répondre en vidéo, donc voilà. Ok, alors bah moi, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Compsy, Commmpsy, comme psy. Et du coup, vous pouvez trouver ma page sous ce nom-là sur Facebook. Sur Twitter, je suis DR Philippe Haïm, vous me trouvez aussi assez facilement. J'ai une page Instagram aussi, pareil, DR Philippe Haïm, où je publie régulièrement des trucs et où je relaye notamment les vidéos YouTube, parce que c'est sur les vidéos YouTube que j'ai le temps de poser un peu plus de contenu. Évidemment, parce que c'est des vidéos d'une dizaine de minutes, mais du coup, c'est toujours un peu plus fouillé qu'un post. Mais bon, voilà, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Euh, voilà. Et puis pour info, je sais pas s'il y a des professionnels qui nous écoutent, mais j'en profite. Bon, alors déjà, il y a le bouquin. J'ai écrit un bouquin sur le harcèlement scolaire, si jamais il y en a que ça intéresse. Et s'il y a des professionnels qui nous écoutent, des professionnels de santé ou des professionnels de l'éducatif, des gens qui sont confrontés à des enfants ou à des adultes potentiellement harcelés, je fais une formation à la méthode carrément en présentiel le 23 et le 24 mai à Paris. Donc voilà, je relayerai l'info sur mes réseaux, c'est dans mon institut de formation. Et voilà, s'il y a des gens qui veulent aller encore plus loin pour apprendre à le faire aux enfants, ça peut être une solution aussi, mais voilà. Et déjà, la chaîne YouTube est une bonne introduction, je pense. C'est des Voilà. En tout cas, mines merci d'or, beaucoup. hein, ces formations. Donc, pareil, moi, je relayerai sur mon Instagram. Vraiment, si vous avez la possibilité d'y aller, c'est vraiment, vraiment chouette. Ah bah merci, c'est Et je gentil. Je relayerai t'enverrai le aussi. lien alors. Bah merci, c'est super cool. Mais en tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas si un jour vous voulez revenir sur un live pour parler d'une autre problématique ou un autre sujet, on sera ravis avec Laure de vous accueillir. Merci beaucoup, c'était super cool. Merci Et du Yana, coup, merci Philippe. merci beaucoup. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, mes réseaux encore, c'est Yana-du-bas encore partout. Et on se retrouve chaque mois avec Laure pour parler de santé. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé ce live et on se dit à très vite. Bye. À bientôt. Merci beaucoup.